J'ai couru 8 marathons et avant d'arriver à 2h33, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables et on va les détailler aujourd'hui pour que vous puissiez les éviter. C'est le speech d'une vidéo que j'ai publiée il y a un peu plus d'un an maintenant, une vidéo qui détaillait 30 erreurs et que j'avais résumée en 10 minutes. 10 minutes, c'est bien, ça permet de donner les erreurs, mais ça ne permet pas de les détailler. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va passer à travers chacune d'entre elles pour que ça se passe au mieux sur votre prochain marathon. Voilà, avant ça, je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode 13 d'Endorphine. Oui, déjà, on en est au 13. On a tenu le rythme tout l'hiver et je compte bien continuer comme ça. De mon côté, je suis pas en semaine d'affûtage comme beaucoup d'entre vous. Je pense que vous êtes beaucoup à faire le marathon de Paris en fin de semaine. Donc pour vous, bonne semaine de repos. Faites bien tout ce qu'il faut pour arriver avec 100%, voire 110% de votre énergie le jour de la course. Et je vais avoir l'occasion de vous souhaiter une bonne course un peu tout cet épisode. Donc on va passer d'abord sur les autres, moi compris, semaine d'entraînement normale. Soyez forts, comme d'habitude, faites-vous plaisir à l'entraînement. Si je vous dis moi ce qui s'est passé hier, justement, comme il y a la semaine du marathon de Paris, le salon, je ne vais pas forcément pouvoir être hyper bon sur mon entraînement cette semaine. Donc hier, c'était grosse sortie, 2h40, 30 km, 1100 mètres de dénivelé positif au Havre. Pour ceux qui habitent là, qui savent qu'il n'y a pas du dénivelé énorme, le max qu'on peut faire, c'est 90 mètres de dénivelé d'un coup. Donc du coup, ça a fait pas mal de montées-descentes pour moi. Et aujourd'hui, j'ai 1h20 easy. Donc on est quand même sur un bel enchaînement. Pourquoi autant de volume ? Tout simplement parce que je serai dans 2 mois tout pile au départ du 60 km de la Maxi Race. Oui, j'ai bien dit 60 km. À la base, j'avais parlé du 42. Mais pour des petites raisons d'inscription tardive, ce sera le 60 km. Donc, plus longue course à vie pour moi. Je n'ai jamais fait aussi long. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'y être. Il y a à la fois le petit stress et l'envie. Je pense que c'est la même chose pour ceux qui vont faire un premier marathon la semaine prochaine ou cette année. Quand on va dans l'inconnu comme ça, c'est à la fois stressant et un challenge qui nous excite. Donc moi, je suis revenu dans ce mode. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans découverte d'une nouvelle distance, d'une nouvelle durée. Et voilà, donc je vais essayer de préparer ça au mieux avec les 2 mois qui restent. Donc la prépa, elle est quand même minimaliste. C'est pas mon objectif de l'année. Vous le savez, l'objectif de l'année, c'est le 2h30 au marathon à la fin de l'année. Mais on va quand même essayer d'arriver dans une bonne forme pour se faire plaisir là-bas, pas finir en PLS sur la fin de la course. Donc pour l'instant, c'est de la prépa 100% bitume, donc un peu agressif sur le corps. Les descentes, elles font un peu mal. Et pour autant, ça passe plutôt bien. Je suis là, on est au lendemain de ce 2h40. Musculairement, ça va. Il n'y a aucune douleur nulle part, ni dans les tendons, ni dans les articulations. Tout roule, donc on aura le temps de reparler de ce sujet un petit peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire sur le marathon. Le sujet... Et en fait, avant ça même, j'ai envie de vous partager un livre, puisque je viens d'en finir un. C'est le livre d'Anaïs Kemener. Et le sujet, au final, qui est sur... je ne vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui la connaissent un peu, sur son parcours de vie autour du sport, mais aussi du cancer du sein qui l'a frappé jeune. Et elle passe à travers tout ça, comment la course lui a permis aussi de rester connectée au bon côté de la vie. Et j'ai trouvé que c'était justement une belle leçon de vie, ce livre. Ça fait du bien, ça nous fait nous rendre compte qu'on a de la chance de pouvoir courir, d'être en bonne santé et qu'il faut en profiter. Voilà, donc si vous avez l'occasion de lire ce livre, je trouve qu'il se lit très bien, il n'est pas très long, vraiment c'est quelque chose qui passe bien de mon côté. Et en plus, sportivement, ses chronos, ça me parle. Elle a fait son premier marathon en 3h11 qui était peu préparé et une expérience du coup un peu difficile mais qui donne envie d'y revenir. Donc moi avec un 3h08 c'était un petit peu la même chose. Et des chronos qui baissent progressivement de course en course. Pour aujourd'hui, un chrono à 2h26 de son côté, aux portes de la qualification pour les JO.
Elle y sera pas parce qu'il y a de la concurrence assez forte, mais ça prouve quand même que en partant de 3h11, on peut descendre les chronos et que pour moi, le 2h30 en fin d'année, il n'y a pas de raison qu'il ne saute pas. Donc, on va faire tout ce qu'il faut pour suivre ses pas. Et c'est une belle inspiration en tout cas de voir ces résultats. Belle inspiration aussi, Méline Rollin. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, allez-y parce que vraiment, c'est une athlète élite, mais qui est simple et qui a vraiment un état d'esprit que j'adore. Moi, j'ai adoré en tout cas faire cet épisode. Il y en aura d'autres avec du monde, mais voilà, je voulais revenir dessus et avoir vos retours éventuellement. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer des petits messages. Je les écoute toujours avec plaisir. Maintenant, le marathon ou les autres courses, mais principalement le marathon, comment on met toutes les chances de son côté de faire péter le record ou en tout cas de se faire plaisir au maximum et d'être finisher si c'est un premier marathon. Eh bien, c'est ce qu'on va détailler tout de suite. On va passer à travers la checklist des éléments importants. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Je ne les ai pas encore comptés parce que je viens de finir mes notes, mais il y a énormément de choses. Il y en a plus que 30 au final. J'ai rajouté des choses par rapport à la vidéo que j'avais faite initialement. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Mais avant ça, la petite gorgée d'eau pour attaquer en pleine forme. Partie 1. Alors celle-là, elle va être assez rapide parce que on est semaine de marathon pour beaucoup. Donc la partie 1, c'était ne pas s'entraîner efficacement. Donc je vais vous lire les points, mais sans les détailler. On pourrait y revenir dans un autre podcast plus tard, éventuellement. Donc, j'en ai 8 que je ne vais pas vous détailler et 3 qui sont quand même pas inintéressants en les adaptant pour le jour de course. Mais d'abord, les 8 premiers qui étaient utiliser un plan d'entraînement inadapté à son profil. Évidemment, c'est une erreur parce que ça ne génère pas la progression qu'on voudrait ou ça génère des blessures. Le numéro 2 qui était durée de prépa trop courte, parce que le marathon est une distance longue et il faut avoir suffisamment de temps pour y préparer son corps. Point numéro 3, manque de volume d'entraînement. Ça peut être lié au point 2, mais il faut quand même courir pas mal, notamment sur les sorties longues, avoir le temps de s'amener à un bon volume sur marathon. 4, la séance de renforcement qui change tout. À mon avis, sur le marathon, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de résistance musculaire et le renforcement est quelque chose qui peut être game changer. En tout cas, ça l'a été pour moi dans ma pratique. Numéro 5, négliger la vitesse parce que le marathon, c'est une épreuve de force et la vitesse, c'est de la force. Donc, en complément du renforcement, si on a le temps, qu'on a eu une prépa suffisamment longue, eh bien, on a pu mettre de la vitesse au début. Point 6, sortie longue pas assez progressive. Ça c'est pareil, quand on n'a pas le temps, qu'on a une prépa trop courte, on va faire 1h45, 2h, 2h15, 2h30, basta. Le mieux c'est quand on a le temps de faire des sorties longues plus progressives que ça. Point numéro 7, n'en faites pas trop sur les sorties longues. Et oui, on peut être tenté d'en faire beaucoup, de vouloir reproduire au maximum le marathon sur ces sorties longues. Eh bien c'est une mauvaise idée. Il y a un sweet spot, un juste milieu entre les sorties longues qui vont faire progresser, qui vont nous préparer au marathon, et le trop qui va amener beaucoup de fatigue, des risques de blessures accrus et qui vont plutôt être néfastes pour le marathon au global. Et le point 8, c'était mal choisir son objectif. Ça peut encore vous concerner aujourd'hui, puisque pour la course, il faut avoir le bon chrono objectif, il faut savoir sur quelle allure vous allez partir, et j'imagine que pour vous, c'est déjà fait, que c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller sur le petit calculateur Campus, donc vous pouvez taper calculateur Campus Coach sur internet et vous allez le trouver. Pour ceux qui se sont entraînés avec un plan Campus, il n'y a pas de souci puisque on définit votre profil, on estime le temps que vous allez pouvoir faire en vous entraînant avec nous. Donc pour vous, il n'y a pas de souci, vous savez exactement à quelle allure vous allez courir. Et si vous visez une prochaine prépa, oui, choisir de s'entraîner sur Campus, c'est avoir un entraînement qui répond à tous les points que je viens d'évoquer, sans que vous n'ayez à vous poser de questions. On a tout pris en compte. Le but, c'est juste que vous ayez à vous entraîner, à prendre du plaisir à ça, et la progression, vous l'aurez en vous sentant accompagné. Donc, comme d'habitude, le petit code promo Running Addict qui vous donne
un mois gratuit si ça vous intéresse. Et puis la petite news, l'application mobile et la nouvelle version du campus viennent de sortir. Donc vous m'en direz des nouvelles si ça vous intéresse. En attendant, on passe à nos conseils et en tout cas ce qu'il vaut mieux anticiper ce qu'il vaut mieux anticiper, mais qu'il est encore temps d'écouter en les adaptant. Parce que le point numéro 9 que j'avais, c'était de ne pas prendre en compte le parcours de la compétition. Ça, c'était au moment de l'inscription, de se dire, ok, je prends le marathon et je ne regarde pas quel est le parcours. Et il y a des différences entre un marathon tout plat comme Berlin ou Valence ou un très vallonné comme le marathon de Boston. Eh bien, c'est pas la même prépa. Il faut réussir à inclure un petit peu de spécifique quand on sait qu'on va avoir des côtes. Maintenant, on arrive le jour de course approche. On n'est plus là pour parler d'entraînement, mais il faut quand même avoir bien étudié son parcours avant d'aller courir ce marathon. Quel que soit le marathon, il faut avoir étudié le parcours, il faut en connaître les difficultés pour savoir comment le courir et ne pas être surpris à découvrir une côte, une descente. Le jour de la course, on veut être en mode robot, on veut juste avoir à exécuter son plan, savoir au kilomètre près ce qui va se passer et ça évite d'utiliser son énergie mentale en début de course et on la garde pour la fin quand on aura besoin d'utiliser cette énergie mentale. Donc voilà, étudiez bien le parcours du marathon de Paris pour savoir quoi faire. Il y a pas mal de petites côtes. Si vous savez où elles sont, ça vous permettra d'arriver dedans, de vous être bien relâché avant d'arriver dans la côte et surtout de courir au ressenti dans ces côtes. Oubliez l'allure de votre montre quand vous êtes dans une côte. N'essayez pas de garder l'allure marathon à ce moment-là. Ralentissez un petit peu. Courez aux sensations pour essayer en fait d'avoir grosso modo les mêmes sensations dans la côte que sur le plat. Donc ça peut être un poil au-dessus en termes d'intensité, donc avec quelques battements par minute au cardio en plus, mais pas plus que ça. Allez, 3 à 5 battements par minute, c'est vraiment un max. Au-delà, vous allez vous mettre dans le rouge et c'est de l'énergie que vous allez plus avoir sur la fin de course. Et du coup, vous allez le payer à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez en mettre un petit peu plus d'énergie dans les côtes, mais pas trop. Et après, eh bien, vous allez pouvoir dérouler dans les descentes, mais pas trop non plus. C'est la même chose en fait. Oui, la descente c'est bien, ça permet de regagner un petit peu de temps. On va dérouler et regagner du temps, mais il ne faut pas trop dérouler parce que la descente c'est très exigeant musculairement. On va casser ces fibres musculaires, on va les fatiguer beaucoup plus vite dans la descente parce que la phase d'amortissement, de freinage qu'il va y avoir, elle va être beaucoup plus importante que sur le plat ou dans une montée. Et sa capacité musculaire, eh bien, c'est un des points fondamentaux de la fin du marathon. Donc ne faites pas l'erreur de courir les premières descentes pleine balle quand vous êtes sur un marathon en vous disant « Allez, je regagne 100% de ce que j'ai perdu dans la montée ». C'est pas possible. C'est pour ça qu'un parcours qui a un petit peu de côte, de dénivelé, et grosso modo, il fait perdre du temps versus un chrono plat. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que en descente, on va regagner la moitié de ce qu'on a perdu en montée. Ça, c'est une bonne équivalence. Donc, ne cherchez pas à tout regagner. Ça serait dépenser plus d'énergie qu'il ne le faudrait à ce moment-là. Voilà, gros point sur bien gérer le parcours. Maintenant, le point suivant, il parle de la météo. Alors ça peut être au moment du choix de son dossard, du choix de la course qu'on va faire, de se dire peut-être que je ne vais pas prendre cette course-là parce que elle est en conditions chaudes ou en conditions froides, selon ce qu'on apprécie. Il y en a qui aiment le chaud, d'autres qui aiment le froid. Après, pour la performance, il ne faut pas se cacher que le froid est quand même plus facile à gérer que le chaud. Si je prends le marathon de Paris, par hasard, eh bien, c'est des conditions qui sont assez fraîches en général, mais pas tous les ans. Donc l'année dernière, il faisait un peu frais au départ et on avait une dizaine de degrés pendant la course. Eh bien, pour l'instant, on est lundi 1er avril, donc la course est dans 6 jours. Ça annonce entre 11 et 18 degrés, agréable au départ, mais un poil chaud pour la course. Moi, je préfère quand ça ne dépasse pas les 10 degrés, idéalement. Mais il y aura une petite couverture nuageuse en théorie, et ça, c'est une très bonne chose. Si elle est là, ça va vous permettre de ne pas trop chauffer grâce au soleil. Donc, eh bien, je vous souhaite que ça reste comme ça parce que c'est pas mal. Pas de pluie,
pas de soleil, petit nuage, pas trop chaud non plus. Ça devrait être des belles conditions pour le marathon de Paris cette année. Maintenant, ça peut changer. Vous le savez, la météo, ça évolue toujours. Bref, dans tous les cas, ne vous couvrez pas trop. Même si ça se rafraîchit et que vous vous dites « Oh là là, je vais avoir froid au départ », non, ne vous couvrez pas trop. Prenez un vieux pull que vous allez abandonner au départ. Ils seront donnés à des associations ensuite de toute façon. Et une règle, comme à l'entraînement, mieux vaut avoir un peu frais sur les premiers kilomètres que trop chaud. Si vous avez trop chaud en début de course, c'est que vous êtes trop couvert. Vous devez avoir frais parce que vous allez chauffer progressivement et à un moment, vous serez bien content d'être peu couvert. Ensuite, point suivant. Ne pas négliger l'affûtage avant le marathon. Alors, l'affûtage marathon, c'est les 3 dernières semaines avant la course où on va faire une décharge progressive de l'entraînement. Pour la majorité d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, l'affûtage, il est bien amorcé puisqu'il vous reste quasiment plus rien. 3 semaines avant, on réduit un peu le volume et l'intensité. 2 semaines avant, on réduit encore un peu plus. Et la dernière semaine, avant le marathon, grosso modo, il ne se passe plus grand-chose. Là, on va garder un nombre de sorties assez similaire à ce qu'on fait pendant la prépa, mais elles vont être très courtes, peu d'intensité. On est juste là pour activer le corps, qui comprenne bien qu'il n'est pas en vacances, mais le mot d'ordre, c'est repos, repos, repos. Le but de cette période, une semaine avant la course, c'est vraiment de diminuer au maximum la fatigue. Le but, c'est que vous soyez à 110% de votre énergie le jour du départ, le jour du marathon. Et voilà, donc essayez d'en faire le moins possible cette semaine-là. Surtout, n'en faites pas plus que ce qui est dans le plan. C'est comme ça. D'ailleurs, vous pouvez avoir des sensations qui sont un peu mauvaises. Justement parce que vous en faites moins, votre corps peut amener des sensations un peu de désentraînement, mais n'ayez pas peur, l'affûtage c'est souvent qu'on a ces sensations-là, et le jour de la course avec l'excitation, vous inquiétez pas, ça va repartir, et au contraire, vous allez avoir l'impression de voler pendant le marathon grâce à cet affûtage. Donc faites confiance au plan, l'affûtage s'il est bien réalisé, c'est la garantie d'avoir un gros boost d'énergie le jour de la course. Alors, si on parle un petit peu d'équipement, des points qui sont importants à noter, même si encore une fois, ça c'est des choses qu'il faut avoir testées en amont, mais je peux vous dire quoi ne pas faire à l'approche du marathon quand on est sur la dernière semaine. Et le premier point, évidemment, c'est de partir avec des chaussures neuves sur le marathon. Je pense que beaucoup le connaissent, mais il vaut mieux le répéter. Sur un marathon, on ne part pas avec une paire de chaussures neuves qu'on n'a pas testées, idéalement sur nos sorties longues de plus de 2 heures. Parce que dans tous les cas, une paire de chaussures, on est bien pendant 30 minutes, 45, 1 heure, 1 heure et quart. Après 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures d'effort, c'est pas forcément la même. Donc, aujourd'hui, je vous dirais, le choix de chaussures pour le marathon, si vous hésitez encore, c'est celle où vous êtes le plus confortable. Celle où vous n'avez jamais eu de soucis de frottement, que vous êtes vraiment... vous avez l'impression que ça va bien se passer avec. Donc, évidemment, pas d'achat sur le salon du marathon. Si vous achetez une chaussure, c'est pour l'utiliser après, quand vous aurez repris après le marathon. Parce que, en réalité, le confort après 30 km, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous voulez garder le côté souffrance pour tenir l'allure et pas à cause de frottement ou d'éventuels problèmes avec votre chaussure. Donc, choisissez la sécurité. Prenez vraiment une chaussure que vous avez validée, où vous n'avez aucun doute que ça va bien se passer avec. Et pour les vêtements, grosso modo, c'est la même chose. Que ce soit un short, un cuissard, un débardeur, un t-shirt, prenez quelque chose que vous avez vraiment testé à l'entraînement, que vous vous dites c'est bon, ça, grosso modo, j'ai pas eu de problème pendant mes sorties longues, je suis confortable dedans, c'est hyper important. C'est comme pour les chaussures, si vous avez un frottement qui vous gêne, je prends l'exemple de ma sortie de trail hier, je me suis rappelé que j'avais souvent mon sac qui frottait un petit peu sur mes clavicules, j'ai commencé à avoir une rougeur au bout de 2 heures, et j'avais 2h40, donc j'ai fait 40 minutes en ayant une petite douleur à cet endroit-là, c'est pas agréable. Et le jour du marathon, on veut pas avoir à faire ça. Donc typiquement, moi, ça m'a rappelé que j'allais mettre du tape pour protéger cette zone-là dans mes futurs entraînements et mes courses.
Vous avez testé des choses sur le marathon, faites-le le jour J. Et voilà, on va revenir aussi à comment protéger son corps un petit peu plus tard. J'ai des conseils là-dessus. Un autre point, les chaussettes. Alors, ça, j'ai une théorie personnelle qui est d'avoir des chaussettes pas trop épaisses. Contrairement à ce qu'on pense, les chaussettes plus épaisses, ça peut être plus de risque de frottement parce que si elles sont un peu humides avec la transpiration, c'est là où ça va pouvoir frotter un peu plus et générer des ampoules. Donc trouvez une paire de chaussettes idéalement pas trop épaisses, bien ajustées à votre pied, que vous avez validé à l'entraînement encore une fois et pour être sûr qu'elles ne vous gênent pas. Pour la chaussette pas trop épaisse, c'est mon avis. L'important, encore une fois, c'est d'utiliser ce qui a marché pour vous à l'entraînement. Si ça a marché à l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas le jour J. Et voilà. Et pour l'équipement, j'ai envie de dire qui est lié à la température, on a parlé de la température tout à l'heure, ne vous couvrez pas trop, débardeur, t-shirt, manches longues, débardeur avec manchette, il y a plein de choix possibles qui vont être liés à la météo. Mais encore une fois, regardez la météo en vous disant qu'est-ce que j'ai fait à l'entraînement par ces conditions-là et essayez de reproduire au maximum. Perso, quelle que soit la température, je pars quasiment tout le temps en débardeur manchette parce que je sais que je chauffe relativement vite. J'ai beaucoup plus de problèmes à la chaleur qu'au froid. Donc, un débardeur manchette, ça marche bien parce que le débardeur léger va permettre de ne pas surchauffer sur la zone centrale. Je suis en train de montrer mon torse. Cette zone-là, c'est celle-là qui va le plus chauffer et qu'on va avoir besoin de refroidir au final au fur et à mesure que la course avance. Donc j'essaye de mettre un t-shirt ou un débardeur assez léger. Et après, les bras vont être des endroits qui vont pouvoir avoir froid en début de course. Donc là, je mets des manchettes qui vont permettre de ne pas avoir trop froid aux bras. Éventuellement, des petits gants aussi en début de course qu'on va pouvoir retirer au fur et à mesure que la course avance. Ça, c'est mon option pour le jour J. Après, si vous êtes plus à l'aise avec un t-shirt à manches longues, évidemment, faites ce qui vous rend à l'aise. Je vous parle juste de mon expérience là-dessus. Petit accessoire aussi qui peut être intéressant, important pour certains et indispensable pour moi, casquette ou bandeau. C'est très individuel, mais pour moi, la casquette, le bandeau, c'est pas juste pour le style, c'est parce que j'ai la transpiration extrêmement salée et que si ça me coule dans les yeux, là, c'est l'enfer, je vois vraiment plus rien, ça me brûle et je suis absolument obligé de trouver une manière de me frotter les yeux pour enlever ça parce que j'y vois littéralement plus rien. Donc, selon la température, casquette ou bandeau qui va vraiment absorber la transpiration, pour moi, c'est un indispensable le jour du marathon. Ça, vous devez le savoir si vous êtes dans ce cas-là, évidemment. Après, la tête à l'air, ça marche très bien aussi. Si vous regardez Kipchoge, c'est rare qu'il ait un truc sur la tête, à part quand il fait froid. Donc, adaptez ça, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Lunettes de soleil éventuellement si vous avez les yeux fragiles. Voilà. Et la casquette, un avantage s'il fait chaud de la casquette, c'est que ça peut permettre de la mouiller au ravitaillement, vu qu'il va y avoir de l'eau. S'il fait chaud, il y a des éponges en général. Il y a des solutions pour se rafraîchir au marathon. La casquette, ça peut être un avantage dans ce cas-là, parce que ça peut permettre de la tremper dans l'eau et de se rafraîchir la tête. Donc voilà, adaptez ça à ce qui vous semble le plus cohérent pour vous. Maintenant, on va passer à la partie prépa du corps. On parlait de frottement dans les chaussures, dans les vêtements. Là aussi, ça peut être intéressant avant la course de préparer son corps. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui, idéalement même dans les semaines avant le marathon, c'est pas mal de le faire, de préparer ses pieds en particulier avec une crème type NOC, une crème hydratante spécifique pour ça, qui va permettre d'hydrater les pieds et de renforcer la peau, ce qui va permettre d'éviter un petit peu les frottements. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir courir avec n'importe quelle chaussure après ça, mais vous aurez préparé au maximum vos pieds à ce que vous pouvez faire au final. Donc, à utiliser quotidiennement dans la dernière semaine avant le marathon pour pouvoir préparer vos pieds au maximum. Et si vous êtes habitué des ampoules à un endroit en particulier, que vous savez que ça revient toujours, que ça soit sur le tendon d'Achille ou sur un orteil,
je vous conseille de mettre du tape kinésiologique, du tape kinésiologique qui va protéger la zone. Vous pourriez mettre un pansement. Moi, j'ai remarqué que les pansements, grosso modo, ça tient pas la majeure partie du temps. Donc, je mets du tape qui va bien entourer la zone et qui va éviter que ça frotte. Ça, c'est ma petite astuce que j'utilise pour les courses. Vous pouvez aussi, je vous conseille aussi de mettre du baume anti-frottement sur toutes les zones, donc du body glide par exemple, bien connu des triathlètes pour enfiler la combinaison. Eh bien, vous pouvez en mettre sous les aisselles, entre les cuisses pour éviter les frottements, ou sur les tétons pour les hommes. Bref, adaptez ça à ce qui vous semble important. Les endroits où vous pouvez avoir des frottements, les tétons en particulier chez les hommes, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, ça commence vraiment à frotter. Et je vous dis ça parce que mon dernier marathon de Paris, couru seul en 2017, on voit bien sur les photos d'arrivée que ça a souffert de ce côté-là. Donc c'est pareil. Pensez à ça, ça peut vous éviter des douleurs inutiles. Et dans la partie prépa du corps, eh bien, vous le savez, au quotidien, je vous recommande de faire une routine de mobilité pour éviter les risques de blessures. Eh bien, si vous voulez la trouver, vous tapez routine mobilité Running Addict sur YouTube. Faites-la la semaine de course et en particulier le matin de la course. Même si vous n'avez pas l'habitude de la faire, ça prend 5 à 10 minutes max. Faire ça dans votre chambre d'hôtel, votre Airbnb ou chez vous si vous avez la chance d'être à la maison avant le départ de course, eh bien, faites cette petite routine. Ça va réveiller votre corps, ça va vous mettre à 100% de votre mobilité et c'est une bonne chose parce que quelque chose qui va se dégrader en fin de course sur le marathon, c'est la foulée parce que justement, tout a tendance à commencer à se raidir un petit peu. Et plus vous aurez mis de mobilité en plus avant la course, plus ça sera un bénéfice sur la fin de la course. Vous allez un peu moins vous raidir ou moins vite. Donc, je vous conseille vraiment de le faire le matin de la course. Ça prend vraiment 5 minutes, donc pas d'excuses. Allez, on passe à une partie qui est liée à votre énergie. Donc, avant, pendant la course, on va commencer par la partie surcharge glucidique. Donc ça, qu'est-ce qu'on appelle surcharge glucidique ? C'est augmenter ses réserves de glycogène dans les jours qui précèdent la course. Donc, le glycogène, c'est la manière dont le corps va stocker des glucides dans les muscles. Donc si les glucides sont stockés directement dans les muscles, ils vont être utilisables immédiatement sans travail supplémentaire par le corps. Donc c'est la zone de stockage qu'on veut privilégier au maximum pour que le jour de la course, on puisse utiliser le plus d'énergie possible directement disponible. Donc pour faire ça, il faut manger des glucides, il faut donner au corps la capacité de les stocker. Donc ça ne vient pas juste avec le repas de la veille au soir, là, la pasta party de la veille de course, c'est pas suffisant au final, c'est grosso modo dans les 48 à 72 heures avant la course, qu'on va augmenter la proportion de glucides qu'on va manger, ce qui va permettre au corps de les stocker. Donc, augmenter la proportion de glucides, boire suffisamment d'eau en même temps parce que les glucides vont être stockés avec une molécule d'eau. Donc, bref, les deux, on va ensemble. Parlons d'eau, petite gorgée pour moi. Voilà. Donc, surcharge glucidique. Ne faites pas les foufous si vous n'avez jamais testé ça avant. Personnellement, je l'ai testé progressivement de marathon en marathon. Comme toujours, on les teste, on les fait progressivement parce que même si c'est un bon conseil, trop, c'est trop. Et si vous faites trop, vous allez juste avoir des problèmes digestifs et le jour de la course, ça va pouvoir vous jouer des tours. Donc, juste une règle de base, dans les 48 à 72 heures avant la course, vous réduisez les fibres, les graisses, un petit peu les protéines et vous allez laisser plus de place aux glucides dans votre alimentation. Faites-le avec des trucs simples, des trucs que vous avez l'habitude de manger. Essayez de varier un petit peu aussi, c'est pas mal quand même, mais des pâtes, du riz en chaud, en froid, en gâteau de riz, patates, faites un petit peu ce que vous voulez, mais pensez aux glucides en particulier. Dans les 48 à 72 heures, et encore une fois, c'est pas le dernier repas avant la course la veille au soir qui est le plus important.
Au contraire, j'ai envie de dire, c'est pas un repas où je me gave en général, parce que après on va se le porter toute la nuit et il faut le digérer. Voilà. Vaut mieux répartir ça sur 48 à 72 heures. Ensuite, le matin de la course, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on déjeune. Et idéalement, on déjeune quelque chose qu'on a l'habitude de déjeuner avant ces sorties longues. Simple, efficace. Si vous avez l'habitude de manger quelque chose et que ça n'a pas posé de problème sur vos sorties longues, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas identiquement le jour J. Donc, n'essayez pas de révolutionner ce que vous faites. Faites quelque chose de simple et qui marche pour vous. On est tous différents pour ça. Donc, il faut trouver sa recette qui va fonctionner. Donc, faut pas non plus réduire. Je trouve en tout cas qu'il ne faut pas réduire trop l'apport calorique qu'on va avoir le matin de la course. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps parce que je voulais pas surcharger mon estomac le matin de course. Mais il m'est arrivé régulièrement, du coup, à cause de ça, d'arriver sur la ligne de départ et de me dire j'ai faim. Mais vraiment avec un creux dans l'estomac. Et je pense que c'est un petit peu embêtant. Du coup, 2-3 heures avant la course, pareil, comme vous avez l'habitude, prenez un petit déj habituel, digeste, mais quand même avec suffisamment pour ne pas avoir faim avant de partir. C'est une bonne chose. Ensuite, si on parle un petit peu du ravitaillement. Donc là, on est pendant la course. Eh bien, un ravitaillement insuffisant, c'est évidemment une erreur. Parce que ça génère la fringale, c'est le mur du marathon énergétique, c'est le corps n'a plus de glucides et à ce moment-là, eh bien, il va fonctionner en mode dégradé. J'ai plus de glucides, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller taper dans les graisses et taper dans les graisses, c'est beaucoup plus compliqué et du coup, vous allez être obligé de fortement ralentir pour pouvoir continuer d'avancer. Donc ça, on veut l'éviter et c'est à ça que sert le ravitaillement principalement. La règle, c'est que vous devriez consommer le maximum de glucides que vous êtes capable sur un marathon. Voilà, tout simplement. Mais pour pouvoir consommer le maximum de glucides tolérables, eh bien, il faut connaître cette limite et il faut l'avoir testé à l'entraînement. Donc, j'espère que vous l'avez fait au moins un petit peu et j'espère surtout que vous avez une stratégie pour ce marathon. Je l'ai pas mal rappelé ces derniers temps, mais savoir sur quelle quantité on va partir, c'est extrêmement important. Et je dirais que idéalement, il faut au moins être à 40-45 grammes de glucides par heure si on veut avoir un niveau d'énergie constant. J'ai fait mes premiers marathons autour de 30 grammes et personnellement, ça suffisait pas. Je me prenais un mur assez costaud à cause de ça. Il y avait aussi le mur musculaire à cette époque-là, mais je suis certain, vu les sensations que j'avais, que c'était un mur énergétique aussi. Donc, pensez à ça, mais dans tous les cas, ne faites pas de dinguerie non plus, parce que si vous n'avez pas testé de grosses quantités de glucides, eh bien, c'est pas le jour de J qu'il faut le tester, parce que, grosso modo, prendre le mur parce qu'on n'a pas assez ingéré de glucides, eh bien, c'est compliqué, je vous le souhaite pas. Mais prendre un autre mur, parce que vous avez pris trop de glucides et que votre estomac ne le tolère pas, eh bien, ça peut être très, très, très compliqué à gérer et vous allez perdre encore plus de temps et ça va être très désagréable. Grosso modo, personnellement, si je vous dis un petit peu comment j'ai évolué dans mon ravitaillement sur marathon, pour rappel, j'en ai couru 8, donc j'ai eu le temps de faire évoluer tout ça. 30 grammes sur le premier, ça fonctionne pas, le mur. 40 grammes sur le deuxième, j'ai pris le mur un peu plus tard, au 35e, mais quand même, ça manquait. Donc j'ai continué d'augmenter, 50 grammes, 60 grammes, 70 grammes. Aujourd'hui, je suis à 80 grammes par heure et j'ai un niveau d'énergie qui est constant sur 42 km. Je sais que ça n'est en aucun cas un problème d'énergie si je dois ralentir sur marathon. Maintenant, encore une fois, je suis passé à 80 grammes après des années d'expérience du marathon et progressivement en testant sur mes sorties longues et en repoussant la limite de ce que j'étais capable de consommer. Parce que l'estomac, c'est un muscle et il va
aussi être capable de s'adapter au fur et à mesure. Mais tout ça est très individuel. Pour certains, 40 grammes va être un maximum et ils n'arriveront jamais à consommer plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir testé et ne pas faire n'importe quoi le jour de la course, parce que si on consomme trop et que ça marche pas, vous allez juste finir aux toilettes et là ça va être une mauvaise expérience. Donc essayez de trouver l'équilibre entre ravitaillement insuffisant et ravitaillement trop important. Mais encore une fois, je pense que pour beaucoup, vous l'avez testé à l'entraînement et vous savez ce que vous avez à faire. Et dans ce cas-là, il y a juste à respecter son plan au final. Pareil pour l'hydratation. Enfin, pareil. L'hydratation, en fait, il y a du trop et du pas assez. Trop d'hydratation, en particulier, en fait uniquement si elle est composée 100% d'eau, il faut faire attention avec ça. Sur le marathon de Paris, c'est des petites bouteilles d'eau. C'est très bien, c'est très pratique pour se ravitailler et être sûr de boire, parce que la bouteille, c'est beaucoup plus pratique qu'un gobelet. Mais si vous ne buvez que de l'eau pendant toute la course et que vous n'avez pas d'électrolytes, et en particulier de sodium, de sel, vous allez juste... L'eau va diluer votre sang et vous allez diminuer la quantité la proportion de sodium qu'il va y avoir dans votre sang. Et ça peut amener à dans un cas extrême, d'hyponatrémie qui est assez dangereux. J'ai fait une vidéo là-dessus, un article en tout cas. Bon, si vous tapez hyponatrémie running addict sur Google, vous allez trouver. Mais dans tous les cas, ça peut être assez dangereux. Donc, idéalement, je vous dirais que si vous buvez uniquement de l'eau, que vous n'avez pas votre propre boisson de l'effort qui inclut du sodium, il faudrait prévoir des petites capsules de sodium pour en prendre une à mi-course. C'est un sujet qui est encore très débattu scientifiquement. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si ça ne fait pas de bien, au pire, ça ne fait pas de mal non plus. Donc voilà, grosso modo mon avis. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai mes propres boissons de l'effort et je supplémente en sodium directement dedans, parce que je sais que que mon corps en perd beaucoup en courant. Donc je m'adapte directement là-dessus. Et l'hydratation, du coup, si elle n'est pas assez importante, c'est un risque aussi, parce que déshydratation égale perte de force, et sur la fin de course, ça peut nous coûter, en particulier s'il y a une journée très chaude où on sait qu'on va beaucoup transpirer et beaucoup se déshydrater. Donc, dans tous les cas, vous allez forcément, il y a de grandes chances que vous finissiez légèrement déshydraté après un marathon. Vous allez le voir quand vous allez aux toilettes et que ça va être jaune foncé, voire très foncé. Mais une légère déshydratation n'est pas forcément un problème. Ce qu'on ne veut pas, c'est une déshydratation extrême. Mais grosso modo, personnellement, ma quantité optimale, je ne sais pas si c'est ma quantité optimale. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais comparer deux situations en conditions égales. Donc, on va dire plutôt que ce que je fais sur mes marathons, c'est entre 300 et 400 millilitres de boisson par heure. Donc, c'est une fourchette basse par rapport à la reco qu'on pourrait faire, qui, moi, me convient. Maintenant, peut-être que je testerai plus à l'avenir pour voir si ça passe et si c'est encore plus efficace. Mais c'est un minimum qu'il faut avoir, entre 300 et 500 millilitres par heure, pour pouvoir combler une partie de ses besoins et de ses pertes hydriques. Et si on passait à la veille et au jour de course? Parce que bon, là on a quand même passé pas mal de conseils importants, mais j'ai envie de dire, ce qui va pouvoir presque le plus jouer sur votre course, c'est votre mindset, votre état d'esprit. Comment vous approchez cette course et comment vous vous mettez dans les meilleures conditions pour la réussir. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à partir de maintenant. Parce que le constat de base, c'est que si vous avez suivi un entraînement efficace, si vous avez suivi un entraînement sur le campus par exemple, 80% de votre résultat, il est déjà écrit. Vous avez tout fait. Le marathon, au final, il ne se joue pas le jour de la course, il se joue dans qu'est-ce que vous faites à l'entraînement, dans votre prépa, à quel point vous avez pu être sérieux dans votre prépa. Si vous avez fait vos séances, 95% de vos séances, que ça s'est bien passé, que vous avez eu un affûtage comme on le prévoit, là, un petit 2 à 3 semaines d'affûtage, vous allez pouvoir vous présenter au départ en vous disant « j'ai tout fait, je suis bien ».
n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, oui, il y aura du stress, mais il faut que ça soit un stress d'excitation, d'envie de courir. Celui-là, il n'y a pas de problème. Mais il est dur de comprendre quand on sent ce stress, il est dur de savoir si c'est un stress d'excitation ou de peur. Et la frontière, elle est assez fine. Donc, essayez de vous mettre vraiment dans des conditions mentales de « je sais que je peux le faire », il n'y a pas de doute. Et ça va vous remettre plus du côté de l'excitation que du côté de la peur. Si la petite peur, elle n'est pas anormale non plus. On est face à un marathon. Vous vous êtes entraîné fort pour ça. Vous voulez que ça marche. Et l'incertitude, c'est aussi pour ça qu'on se présente au départ. S'il n'y avait pas d'incertitude, qu'on savait exactement ce qui allait se passer à la minute près, ça serait moins fun quand même. C'est le challenge qu'on vient se chercher sur le marathon. Et voilà. Maintenant, la veille de course, essayez de vraiment vous relâcher, de vous reposer et de ne pas penser que au marathon. Ce que j'aime bien dire, c'est que la veille de course, on se regarde des petits reportages sportifs inspirants, des petites séries Netflix, on essaye de se poser au maximum, on met les jambes en l'air pour faire circuler le sang, et voilà, c'est principalement ça qui doit se passer la veille de votre marathon. Évidemment, vous allez peut-être venir au salon, venir nous faire un coucou sur le stand campus, ça nous fera plaisir, mais n'y passez pas trop de temps, passez la majeure partie de votre journée posée pour vous assurer d'arriver à 100% et même, comme je le dis, à 110% le matin de la course. Et du coup, il y a une phrase que beaucoup disent et que je voudrais analyser ici parce que c'est ça qu'il va falloir vous répéter la veille de course. Souvent, après les entraînements d'allure marathon, vous vous êtes dit « je ne vois pas comment je pourrais tenir cette allure pendant 42 km ». Eh bien, ça, c'est une phrase qu'on se dit tous à toutes les prépas. Alors que le jour de la course, on va en être capable. Parce qu'un bon programme, ça prépare à être à 100% le jour de la course et pas avant. Donc, quand on est sur le 2h30 avec 2 fois 30 minutes d'allure marathon 3 semaines avant la course, eh bien, on a la fatigue de la semaine. On a fait une grosse séance de seuil ou de force plus allure. Enfin, il y a des séances qui nous ont fatigués. Donc, on se présente au départ de cette sortie longue déjà fatigué. La différence, c'est que le jour de la course, il n'y a plus cette fatigue. On l'a effacée. On s'est mis au top de ce qu'on peut avoir comme condition, comme forme. Et du coup, ça va tout changer. Et en plus, vous allez être dans un contexte de course avec du monde autour. Bref, vous allez voir que ça va tout changer. À chaque fois, chaque prépa, je me suis dit, je ne vois pas comment je vais tenir cette allure pendant 42 km. Et pourtant, il y a quand même un sacré nombre de marathons où c'est passé. Et ça, c'est l'expérience que la majeure partie des coureurs ont. Donc, répétez-vous ça. Allez voir votre prépa. Revenez sur toutes ces séances. Regardez-les. Dites-vous, j'ai fait ça. Je trouve que cette séance, elle était vraiment réussie. Je suis content de ce que j'ai fait. Et en fait, revenez sur toute cette prépa et dites-vous, oui, en fait, j'ai fait le travail. Il n'y a plus qu'à délivrer la petite cerise sur le gâteau. Il n'y a plus qu'à aller prendre le plaisir aussi le jour de la course. Profitez-en et vous allez voir que ça va bien se passer. Il y aura un moment difficile, évidemment. On va y revenir, mais ça va bien se passer. Veille de course. Préparez aussi tout ce que vous aurez besoin pour le matin de la course. Vous n'avez pas à ce moment-là à réfléchir. Vous devez vraiment juste être concentré sur exécuter le jour du marathon. Donc la veille, vous préparez tout, votre petit équipement, vous mettez votre petit dossard, vous posez tout bien à un endroit où vous allez tout retrouver le matin de la course. Vous préparez votre petit déj, vous préparez vos gourdes, vos ravitaillements, tout ce que vous voulez, mais le matin de la course, vous devez juste exécuter et ne pas penser. Vous gardez votre énergie mentale pour quand vous en aurez besoin plus tard dans la course. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais couvrez-vous avant le départ avec des vieux habits que vous pourrez retirer au moment de partir. Ils seront récupérés, donc pas de souci. Vous serez confortable dans votre sas et vous n'aurez pas trop chaud sur le début de course. Donc, assurez-vous bien de bien gérer ça. Là, on se retrouve au moment du départ du marathon. Ça, c'est le piège. Le piège principal. Je pense que j'en ai pas mal parlé déjà, mais il faut le rappeler parce que à chaque marathon, on peut faire la même erreur.
Moi, le premier, au moment du coup de pétard, eh bien, il y a la foule de coureurs, il y a de l'excitation qui est au max, l'adrénaline, le speaker qui nous chauffe. En plus, à Paris, il y a un faux plat descendant. Vous avez les jambes fraîches comme jamais avec l'affûtage et vous avez de grandes chances de partir 15-20 secondes trop vite au kilomètre. Et ça, sans même vous rendre compte. Vous allez vous dire, oui, je suis à allure marathon, il n'y a pas de problème. Eh ben non. Donc, pensez à jeter un petit coup d'œil à votre montre après 300-500 mètres et mettez le frein à main si jamais vous êtes parti trop vite. Parce que le principe du marathon, c'est que c'est d'abord une longue balade de 30 km. Voilà, c'est quelque chose que je répète à longueur de temps, mais il faut se dire que le premier 30 km du marathon, il ne doit pas être difficile. Vous devez juste être dans le respect de votre allure. Vous économisez, essayez de vous relâcher au maximum, de profiter un peu de l'ambiance aussi, parce que c'est le moment où vous êtes frais, reposé, et vous pouvez enjoy, être vraiment dans le moment et vous dire « Ah, je me suis entraîné pour ça, pour être là, pour me faire plaisir ». Profiter des spectateurs, de l'ambiance avec les groupes de musique. Bon, n'en faites pas trop non plus, restez quand même dans votre course, mais c'est un équilibre entre profiter et rester vraiment relâché, calme, en mode économie et surtout, eh bien, à ce moment-là, n'oubliez pas votre ravitaillement. Dès le début de la course, il faut être en mode ravitaillement. N'attendez pas d'avoir faim pour manger, faites comme vous l'auriez fait à l'entraînement, faites ça le plus sérieux possible dès le début. C'est pour ça que moi, perso, ma stratégie, elle est simple. C'est une gorgée de boisson à chaque kilomètre. Donc dès que la montre est bip, bam, une gorgée de boisson et un gel toutes les 40 minutes. C'est carré, c'est écrit, c'est toujours la même chose. Je respecte mon plan et c'est ce qui me permet que dans le dernier tiers de la course, je sois encore en forme. Et d'ailleurs, dernier tiers de course, eh bien, continuez de prendre le ravitaillement. On en a beaucoup moins envie en général après le 30e kilomètre et pourtant on en a toujours besoin. Donc il faut se forcer à un moment et continuer de prendre son ravitaillement parce que c'est ça qui va nous porter jusqu'à la fin de la course sans mur énergétique. Voilà pour cette première partie de course. Grosso modo, retenez que cette longue balade, plus elle va durer longtemps, plus vous allez avoir l'impression d'être facile longtemps, plus ça garantit qu'en fin de course, vous allez avoir de l'énergie. De l'énergie physique, mais de l'énergie mentale aussi. Pourquoi je vous dis de faire le robot le jour de la course et de ne rien improviser, d'être vraiment dans un mode je suis le plan, je suis le plan, je suis le plan, c'est parce que ça économise votre énergie mentale, votre énergie de décision, et ça, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous serez dans les moments difficiles. Petit conseil important, ne pas se fier à la montre GPS sur le marathon, ou en tout cas pas de manière aveugle, parce que le GPS n'est pas une technologie infaillible. Dans tous les cas, un GPS ne va pas suivre de manière 100% précise ce que vous faites, donc il va y avoir des petits écarts. Et quand vous êtes dans une grosse ville comme Paris, avec plein de signaux GPS autour de vous, ça peut encore plus perturber les choses. Et il n'est pas rare de se retrouver avec un marathon à 43,5 km, soit plus d'un kilomètre d'écart avec la distance réelle. Et si on se base là-dessus, eh bien, on peut être déçu. Parce qu'on arrive à la fin, on se dit « Ah bah c'est bon, moi j'avais regardé mon chrono à la montre, je vais faire ce que j'avais prévu. » Et on se retrouve finalement avec 5 minutes de plus. Et du coup, on n'a pas réussi son objectif alors que pendant toute la course, on a pensé qu'on y était. Donc non. Basez-vous sur les bornes kilométriques du parcours pour vous assurer que ça colle. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de désactiver l'autolap le jour de la course et de lapper manuellement les kilomètres à chaque fois que j'ai une borne. Comme ça, je regarde, me dis « Ok, c'est exactement l'allure que j'avais prévue ». Vous pouvez le faire aux 5 km aussi si vous ne voulez pas être stressé par votre montre. Vous désactivez l'autolap, vous le faites aux 5 km et vous dites « Ok, je suis dans le temps qui est prévu, tout va bien ». Et voilà. Et dans tous les cas, utilisez l'allure moyenne du lap en cours plutôt que l'allure instantanée sur votre montre. Ça vous évitera des mauvaises surprises aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le 30e kilomètre. Là où commence réellement le marathon. Avant ça, pour moi, c'est l'échauffement. On ne doit pas avoir de problème avant le 30e kilomètre. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Oui, ça m'est arrivé à Valence.
Donc ça peut arriver. Je vous dis pas que ça n'arrivera pas. Je vous dis que, en théorie, un marathon qui se passe bien, vous arrivez au 30e et vous vous sentez encore en forme. C'est exactement ce qui s'était passé à Berlin un an avant. Et à Valence, au 25e, même avant, en fait, j'ai senti que musculairement, ça n'allait pas comme je voulais. À l'expérience, j'ai réussi à le gérer, mais c'est pas les sensations qu'on voudrait. Il y a quelque chose à creuser quand ça se passe comme ça le jour de la course, parce qu'on a fait des sorties longues où ça s'est bien passé. Pourquoi le jour de la course, il y aurait quelque chose qui ne va pas? Je vous le donne en mille, la majeure partie du temps, ça se passe bien. Et au 30e, vous arrivez, vous êtes en forme. C'est ce qui s'est passé sur les 3 marathons précédents pour moi où j'avais eu une belle prépa. Bref, quand vous arrivez au 30e, c'est le moment de faire le point. Parce qu'à ce moment-là, vous avez votre destin en main. Oui, rien que ça, votre destin. En fait, il y a plusieurs options. La première, c'est que vous vous sentez vraiment en forme. Et si vous vous dites ça, bravo. Parce que déjà, c'est le signe que votre prépa, elle a été bonne et que surtout que votre gestion de course a été très bonne. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour arriver au 30e en étant en forme. Vraiment un gros bravo. Vous pouvez en profiter. Faites-vous un check interne en vous disant « Cool, j'ai vraiment bien géré ». Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Vous dites que vous êtes en forme. Cool. Vous pouvez maintenir l'allure, simplement, et essayer de kiffer le plus longtemps possible. C'est vraiment une option à ne pas négliger. On est toujours sur de la performance, à essayer de gratter 1-2 minutes, mais dans plein de cas, notamment sur un premier marathon, essayer de maintenir l'allure, de profiter du moment et de créer ces souvenirs du marathon, ça peut être la meilleure des solutions. Après, vous pouvez être dans le mindset que j'aime bien définir par le mur du marathon, soit on le subit, soit on le provoque. Et du coup, si vous vous sentez bien, ça peut être le moment d'accélérer. N'hésitez pas à le faire. Si vous sentez vraiment que vous avez de la marge, à partir du 30e, vous pouvez commencer à y penser. Mais faites-le de manière extrêmement progressive. Parce que le marathon, on peut rapidement passer de tout va bien à plus rien ne va. Ça, c'est un grand classique du marathon. Ça va au 30e et au 32e, je suis dans le mur. Je l'ai déjà vécu. Donc je vous le dis, attention, faites attention avec vos sensations, allez-y avec une accélération très graduelle, de kilomètre en kilomètre, et continuez de faire le point au fur et à mesure jusqu'au 34-35e. Perso, moi souvent j'attends le 34-35e pour éventuellement essayer d'accélérer, parce que le coup de barre, il peut arriver entre le 30 et le 35, c'est un classique. Sauf à Berlin. À Berlin, j'étais vraiment en confiance, et au 30e, je me suis dit non, ça va très bien. Donc, j'essaye d'accélérer maintenant. Alors oui, j'ai pris le mur au 37e. Comme je le disais, je l'ai sûrement provoqué, mais au global, je pense que ça m'a plutôt fait gagner du temps. Donc sur un jour comme ça, à l'expérience, je me suis dit que c'était une bonne idée. À l'inverse, à Valence, j'ai absolument pas accéléré puisque j'ai passé 20 bornes à plutôt essayer de ne pas ralentir. Donc chaque marathon est différent dans tous les cas. Faites le point et n'oubliez pas que la patience est la qualité principale du marathonien. Donc, si au 30e, vous n'êtes pas sûr à 100%, attendez le 34-35e pour refaire le point et vous dire que ça peut être le moment d'accélérer. Après, on ne va pas se cacher que dans la grande majorité des cas, l'option qui va se passer, c'est plutôt que à partir du 30e, ça commence à être plus compliqué et que l'option d'accélérer, elle ne sera absolument pas dans votre tête. Ça reste un marathon, c'est très rare qu'on se dise qu'on peut accélérer après le 30e, même quand on a été sérieux. Donc, il y a plusieurs options. Si vous avez la majeure partie du temps, vous allez ralentir progressivement si ça ralentit. À moins que vous preniez un mur de manière frontale, qui soit énergétique parce que ravitaillement pas suffisant, qui soit physique, musculaire, parce que vous manquez de force musculaire, et ça peut être un signal que dans le futur, il faudra mettre le paquet sur le renforcement pour aller travailler ça. Mais dans la majeure partie des temps, la baisse du rythme va être progressive. Vous allez être dans le dur progressivement, vous n'arriverez plus à lever les genoux, vous traînez des pieds, vous avez l'impression que chaque pas devient de plus en plus dur. Bref, bravo, vous êtes arrivé au stade difficile du marathon. Et je vous le dis, c'est un classique, on est tous passés par là,
Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on vient aussi, non ? Le marathon, c'est mythique, mais c'est mythique par sa difficulté. Et si vous y faites face, eh bien, c'est le moment de vous rappeler que vous êtes venu pour ce moment et d'essayer de faire taire au maximum la petite voix qui vous dit de ralentir à l'intérieur. Parce que le corps va toujours essayer de vous faire ralentir quand vous arrivez dans la difficulté comme ça. C'est son rôle en fait. Il est là pour essayer de vous maintenir en homéostasie, donc le stade où il est en contrôle, tout va bien. On lui fait faire un marathon, c'est l'inverse, donc forcément il va essayer de vous faire ralentir. Mais c'est à vous de vous battre contre cette petite voix et de ne pas accepter. Car en réalité, le corps veut nous faire ralentir, mais il y a toujours de la marge. On a toujours de la marge versus ce qu'on croit. Même si on est dans la difficulté elle est créée par notre cerveau pour essayer de nous faire ralentir. Donc, la stratégie principale en fin de course, pour moi, c'est d'accepter la difficulté du marathon. Et ça, en fait, c'est maintenant qu'il faut que vous vous disiez ça. C'est pas au moment où vous êtes dans le dur qu'il faut vous rappeler accepter la difficulté du marathon. Dites-le, intégrez-le dans votre cerveau, pensez-y pendant les prochains jours, dès maintenant. Dites-vous, ok, je sais que ça va être dur, je l'accepte et je suis en paix avec ça. Il ne faut pas essayer de lutter contre la difficulté du marathon, il faut l'accepter au contraire. Et se dire, et comme diraient les Américains, embrace. J'ai pas la traduction, elle me vient pas là comme ça en tête, mais en gros, faut faire qu'un avec cette difficulté, se dire que on vient pour ça, qu'on accepte cette difficulté, cette douleur qu'on va ressentir, qu'elle est normale, qu'elle fait partie du jeu, et que tous les autres coureurs autour de nous ressentent la même chose. Est-ce que ça rend réellement cette douleur moins forte ? Non, mais on va juste pas la ressentir pareil. On va beaucoup plus être capable de faire avec et de continuer d'avancer. Donc en fait, c'est là où le marathon devient vraiment une bataille mentale, parce que plus on va réussir à rester dans un état d'esprit positif, et plus on va être capable de maintenir son allure très longtemps. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire, hein. Je ne vais pas vous cacher, à chaque marathon, c'est extrêmement dur de se battre contre son cerveau, et même si on gagne, qu'on bat son record, il faut se dire que globalement c'est toujours le cerveau qui gagne, parce qu'on aurait toujours eu un petit peu de marge pour aller plus vite, mais elle est très très difficile à accéder, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours le cerveau qui décide. Si jamais il y a un risque pour notre santé, il va nous arrêter net et vous n'aurez pas le choix de toute façon. Donc, petite stratégie qui peut servir, boire un petit peu. Je rigole, hein, c'est ce que j'étais en train de faire moi de mon côté. Parce que ça fait 1 heure que je parle et je commence à avoir la gorge un peu sèche, ce qui peut vous arriver aussi en fin de marathon. Mais ça n'a rien à voir, ça ne va pas vous aider, ce que je vous dis ici. Donc le petit conseil que je peux vous donner par contre, c'est d'essayer de découper la fin de votre course. Admettons que vous soyez dans le dur absolu au 34e, la pire des choses à penser, c'est de vous dire qu'il vous reste 8 km à tenir. Ça, c'est forcément, ça vous donne l'impression que la tâche est insurmontable et que vous n'allez pas y arriver. Donc vous allez petit à petit passer en mode négatif et ralentir. Ce qu'il faut, c'est vous dire, ok, j'oublie ce qui me reste à faire, j'essaie juste de maintenir mon effort au maximum le plus longtemps possible. Donc, même si on pense ne pas pouvoir tenir jusqu'au bout, c'est pas grave. On fait le prochain kilomètre, le prochain 500 mètres, on va jusqu'au prochain ravito. On essaye, et on peut même passer en mode un pas après l'autre. Moi, à Valence, c'est vraiment comme ça que j'ai fini. Chaque foulée était devenue extrêmement difficile et c'était en mode ok, un pas après l'autre. Comme dirait Tristan, la foulée c'est quelque chose, c'est presque une musique. Ensuite, au final, on a un pas, clac, 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 clac. On essaye de maintenir sa cadence, on essaye de rester un petit peu relâché et on pense uniquement à ça. On est dans le moment présent et on maintient ça le plus longtemps possible. Et on ne passe pas en mode négatif, ce qui peut se faire en utilisant le renforcement positif. C'est le moment de repenser à ces séances d'entraînement qui ont été difficiles, mais où vous n'avez pas lâché, que vous avez réussi à terminer. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est la séance d'entraînement la plus dure du plan marathon, mais vous pouvez le faire. Encore une fois, vous pouvez dépasser vos limites et réussir ce jour-là. Ça ne tient qu'à ça.
vous l'avez déjà fait à l'entraînement, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas aujourd'hui. Donc repensez à tout ça. Repensez aussi au fait que vous allez finir ce marathon, vous allez être ultra fier, et moins vous aurez lâché, plus vous serez fier. Donc plus vous allez vous mettre dans la difficulté et réussir à tenir cette difficulté sur la fin du marathon, plus vous aurez ce sentiment de fierté à l'arrivée. Donc pensez-y et essayez de vous convaincre que la meilleure option, c'est de continuer et de ne pas lâcher. Et mon conseil ultime, c'est de sourire. Pas forcément, je ne dis pas de sourire 100% du temps, mais si vous grimacez, grimacer, c'est se crisper, c'est serrer les dents, c'est en fait perdre de l'énergie, parce qu'on va utiliser de l'énergie pour des trucs qui sont opposés au relâchement et qui vont pas pouvoir permettre d'utiliser l'énergie pour autre chose. Sourire, c'est se relâcher, c'est aussi activer des mécanismes dans le cerveau. Il y a des connexions qui sont faites entre sourire égale positif. Donc, on va hacker un petit peu notre cerveau avec ça, mais sourire peut diminuer la sensation de fatigue. Souriez, vous pouvez sourire tout seul, mais souriez au spectateur, à un autre concurrent, mais essayez de capter le regard des spectateurs et de leur faire un sourire. Ils vont vous rendre cette énergie, et ça, c'est hyper puissant le jour d'une course. Et je pense qu'avec tout ça, vous avez quand même pas mal de billes pour réussir votre marathon. M'en direz des nouvelles, évidemment. Maintenant, je pense que vous êtes prêts, vous avez confiance, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez tout fait pour y arriver. Et maintenant, il vous suffit juste d'appliquer au maximum tout ça. Est-ce que vous allez réussir à mettre en place toutes les pièces du puzzle dimanche? Pas forcément, non. Il y a même de grandes chances que ça soit non. Est-ce que j'ai déjà réussi à mettre en place 100% des pièces de ce puzzle sur un marathon?